la côte de l'Atlantique française jusqu'au fjord de Norvège, la marine de guerre allemande possède aujourd'hui une chaîne compacte de points d'appui pour la flotte pour sa lutte contre l'Angleterre. Unité de la marine de guerre qui tente un port norvégien. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et nous commençons cette nouvelle vidéo qui va être consacrée au Char North par des images d'archives assez émouvantes puisqu'il s'agit du voyage du Char North qui quitte le fjord où il est caché. Nous sommes le 22 décembre 1943. Le Char North est accompagné de 5 destroyers. Nous voyons ici à l'image un V-25 et un T-22. Et il s'en va attaquer un convoi allié en partance pour la Russie, probablement le port de Mourmansk d'ailleurs. Il va donc essayer d'intercepter ce convoi allié réputé mal protégé. Le convoi référencé GW55B. Là il sort du fjord et il est déjà à presque 30 nœuds. Il va s'élancer vers la haute mer, direction le Grand Nord, afin de couper une des voies d'approvisionnement et de ravitaillement de la Russie communiste qui est en train de prendre le dessus peu à peu sur l'Allemagne nazie. La bande son est absolument abominable, vous m'excuserez donc, je ne la mets pas par respect, les images sont de relativement bonne qualité. Laissons donc Char North partir pour son combat, son voyage, son dernier voyage, et intéressons-nous avant toute chose, en guise de préambule, aux origines des noms du Char North et du Gneisenau, parce que, indéfectiblement, dans la mémoire collective des amoureux de la marine, de l'histoire de marine de guerre, Char North et Gneisenau sont liés. La raison en est simple. Char North et Gneisenau déjà étaient donc liés par les faits. Les deux navires étaient des sister ships. Mais elle est beaucoup plus profonde que ça, car déjà, vers l'origine, les personnes qui ont donné le nom du Char North et Gneisenau étaient liées historiquement. Il s'agissait de deux généraux, prussiens, pas allemands, prussiens, de l'époque des guerres napoléoniennes. George Gerhard Johann David von Scharnhorst et le comte August von Gneisenau étaient deux généraux de l'armée prussienne qui vont rentrer dans l'histoire en constituant entre autres une armée de réserve pour l'armée prussienne, et ça va leur permettre d'augmenter notablement l'effectif de cette armée et d'abolir en 1807 les châtiments corporels de l'armée. Ça, c'est la première réunion de ces deux noms. Elle est humaine. Plus tard, en 1900, afin de remplacer les croiseurs de la classe Rhône, croiseurs vieillissants de la classe Rhône, en 1900, on décide la construction de deux croiseurs cuirassés, le Char North et le Gneisenau, déjà deux sister ships. Ces deux navires vont participer à la bataille de Coronel au large des côtes chiliennes en 1914 sous les ordres de l'amiral Graf von Spee, comme quoi, hein, et ils vont infliger à l'Angleterre la première défaite depuis 100 ans. Ces navires, Char North et Gneisenau, tout comme l'amiral Graf von Spee, seront
seront vaincus aux Falklands, couleront au large des Falklands, et l'amiral von Spee trouvera la mort à cette occasion. Fermez le banc, ça c'était les origines des noms. Venons-en maintenant au navire et aux origines, à l'historique du navire Charles Horst, puisque c'est ce qui nous occupe en tout premier lieu. Le Charles Horst est donc un croiseur de bataille qui est lancé le 3 octobre 1936 dans le port de Wilhelmshaven en présence d'Adolf Hitler. Sa première mission de guerre commence le 21 novembre 1939, donc 3 ans sensiblement après. En compagnie du Gneisenau et d'une flottille de destroyers, il a pour mission de patrouiller dans une zone comprise entre l'Islande et les îles Féroé. Et il va infliger à l'Angleterre un certain nombre de dégâts. Le 23 novembre, par exemple, il engage et détruit le croiseur auxiliaire britannique Rawalpindi. Recherché par une escadre franco-britannique constituée autour du Dunkerque et du Hood, déjà, l'escadre allemande fait demi-tour et rentre à Wilhelmshaven le 27 novembre. Cette première opération, qu'on peut qualifier d'opération coup de poing, est un succès et clairement une défaite pour l'Angleterre. Toujours avec le Gneisenau, il participe ensuite à la bataille de Norvège. Je rappelle qu'il s'agissait pour les troupes allemandes de débarquer à Trondheim, Narvik, c'est-à-dire hors du rayon d'action des avions allemands. Donc l'opération et le soutien du Charles Horst comme du Gneisenau étaient vital. Et c'est le vice-amiral Lutyens, connu pour avoir commandé le Bismarck et pour être mort à bord du Bismarck, qui commande cette force navale. Le vice-amiral Lutyens qui a choisi de poser sa marque sur le Gneisenau comme vaisseau amiral pendant cette opération. Le 8 avril, il va donc décider de profiter du très mauvais temps pour échapper aux forces navales anglaises qui sont en mer pour empêcher le débarquement allemand, et il met cap au nord. Très tôt, donc, une rencontre a lieu avec le croiseur de bataille Rhino, qui est touché plusieurs fois sans gravité, qui endommage, mais lui, le Rhino, endommage sérieusement le Gneisenau. Les deux croiseurs de bataille réussissent à semer leurs adversaires et continuent tout au nord. Ils finissent par rentrer sans encombre en Allemagne. 3 jours plus tard, nouvelle opération coup de poing donc qui a parfaitement réussi. Nous sommes maintenant en début juin et le Charles Horst et Gneisenau vont harceler les Britanniques qui évacuent la Norvège. Ils vont finir par couler un pétrolier, puis le porte-avions Glorious. Néanmoins, une torpille lancée par le destroyer Ardent, un des escortes du Glorious, va provoquer une brèche de 12 mètres sur 4 sur le Charles Horst qui doit se replier dans un port norvégien. Donc, si on calcule bien, de 39 à 41, le Charles Horst et le Gneisenau vont couler 22 navires alliés avant de s'installer à Brest. En soi, l'installation à Brest n'est pas une mauvaise chose. Stratégiquement, elle répond à des exigences voulues par Hitler. Charles Horst et Gneisenau n'ont pas un rayon d'action phénoménal et leur installation à Brest leur permet de harceler et de pouvoir aller harceler des convois qui viennent d'Amérique pour l'Angleterre dans l'Atlantique Nord. Rappelons que c'est une idée fixe chez Hitler. Il veut constituer une sorte de blocus des lignes qui isolera l'Angleterre de ses sources énergétiques. Il avait eu la même idée déjà avec le Graf Spee en début de guerre, Graf Spee qui avait disparu, mais Charles Horst et Gneisenau, alliés de croiseurs de bataille et de destroyers, devaient pouvoir constituer une flottille de corsaires parfaitement efficace. Et il faut croire que les Anglais avaient fait le même constat, puisqu'ils vont commencer à harceler, grâce avec leurs bombardiers à long rayon d'action, ils vont commencer à harceler le port de Brest. Donc, un certain nombre de raids vont finir par abîmer le Gneisenau, et il devient évident pour Hitler que cette situation va vite devenir intenable. Il est impossible de garder le port de Brest ouvert à la fois pour la flottille Charles Horst, Gneisenau, puis plus tard Ypres ou Prinz Eugen,
et de garder également ce port de Brest apte à recevoir les U-boats qui doivent aussi partir de Brest. C'est juste impossible. Le port de Brest n'est pas extensible. Donc, on décide en haut lieu, Hitler et son amirauté, qu'il faut ramener le Char North, le Gneisenau et les croiseurs et destroyers qui sont avec lui. Il faut donc les ramener en Allemagne, dans le port de Kiel. Donc commence ce qu'on appelle l'opération Cerberus. Donc nous sommes le 12 janvier 1942 quand la décision est prise de lancer l'opération Cerberus. Dans le port de Brest, à cet instant précis, il y a le Char North, le Gneisenau et le Prinz Eugen qui est le rescapé en quelque sorte de la petite escadre qu'il constituait avec le Bismarck, lequel Bismarck a été coulé quelques mois auparavant. La situation, donc, comme je l'ai dit, était intenable, trop de bombardements, les Char North Gneisenau et Prinz Eugen étaient surveillés comme le lait sur le feu. Il était totalement impossible d'agir de manière convenable et efficace. Certes, il y avait le Fear Factor, c'est-à-dire que la petite escadre constituait de quoi faire très peur aux Anglais, mais ça ne suffisait pas. Donc, pendant tout le mois du 12 janvier et jusqu'à début février, sensiblement, toute une flottille de dragueurs de mines vont, en profitant des jours de brouillard, de la nuit même, vont commencer à draguer les mines qui ont été mouillées par la flotte anglaise dans la Manche. Cette opération ne sera absolument pas détectée par les Anglais. Et le 11 février 1942, Char North, Gneisenau, Prinz Eugen et leurs navires d'escorte appareillent de Brest la nuit. Le groupe naval force passage par surprise et il passe devant le Pas-de-Calais à la grande stupéfaction du groupe de la flotte anglaise. Il est appuyé par le groupe ouest de la Luftwaffe qui, à cette occasion, a mis a sonné le banc et l'arrière-ban de toutes ses forces. Nous sommes, à ce moment-là, en février 1942, l'Angleterre vient de subir un nouvel échec. C'est pas une défaite, mais c'est un véritable échec sur le plan stratégique, ou plus exactement, non, c'est plus un échec sur un plan factuel. Même si stratégiquement, c'est plutôt une victoire pour les Anglais qui ont repoussé l'ennemi, qui est reparti s'enfermer dans les ports allemands. En fait, cette opération Cerberus se termine par une grosse contrariété pour la Kriegsmarine, car le Gneisenau heurte une mine, malgré tout, oubliée, probablement, qui va considérablement abîmer le croiseur de bataille allemand. Celui-ci doit donc se replier à Kiel, comme il était prévu initialement avec Char North et le Prinz Eugen, mais il va y rester pour subir une refonte. D'ailleurs, à ce propos, on va, il faut bien penser que l'Allemagne manque de métal, donc les travaux vont tarder. L'effort de guerre, fabrication des U-boats ou des chars pour la guerre en Russie, fait que la réparation du Gneisenau va prendre beaucoup de retard. Et c'est à cette occasion que l'on parle de monter ces fameux 380 à la place des 280 qui sont sur le Char North et Gneisenau. Si je vous montre le Gneisenau en ce moment, c'est pour vous montrer, en fait, à quoi aurait dû ressembler Char North et Gneisenau après la refonte et après la pose des 380. De fait, historiquement, les 380 n'ont jamais été posés, ni sur l'un, ni sur l'autre. Le Gneisenau ressemblait, y compris à la fin de sa carrière, ressemblait bien au Char North, comme ici représenté. Donc le Char North laisse le Gneisenau, ils sont séparés, c'est la première et la dernière fois, une ultime fois qu'ils sont séparés, ils ne se reverront plus. Le Char North remonte vers les fjords de Norvège, nous sommes, je le rappelle, en début 42, il va remonter vers les fjords de Norvège, car Hitler pense définitivement que si l'Angleterre doit faire une attaque massive, c'est en redébarquant en Norvège pour reconquérir la Norvège à l'Allemagne nazie. Donc il y a bloqué dans les fjords norvégiens le Tirpitz et le Char North. Le Char North étant prêt à sortir pour aller
bloquer des convois qui sont en partance pour la Russie. Nous en avons déjà parlé. Et cette situation va durer pendant toute une année, jusqu'au 22 décembre 1943. Nous avons vu des extraits un petit peu maquillés par moi, je l'avoue, des extraits de son départ du Sefjord norvégien. C'est là qu'il va entamer son dernier voyage, pour le voyage qui va l'amener à livrer la bataille du Cap Nord en 1943. Je n'ai pas l'intention, j'avais le propos d'aller de vous raconter l'histoire jusqu'à la fin pour le Cap Nord, mais cette vidéo menace d'être déjà très longue, surtout que je veux rajouter un gameplay saisissant. Donc je m'arrêterai là en vous indiquant que, pour ceux que ça intéresse, Wargaming a mis sur son site, le World of Warship, une animation extrêmement poussée et très bien faite, bien mieux faite que je ne saurais le faire, et qui ne nécessite pas nécessairement qu'il y ait une redite. Par contre, comme ils n'ont pas raconté l'histoire du Char Norse comme je l'ai fait, j'estimais légitime de faire cette petite vidéo sur l'histoire de ce navire. Nous allons donc entamer maintenant un replay d'une bataille, parce qu'il y a quand même, il faut, on va dire, comme diraient certains commentateurs, place au sport maintenant, hein, et nous allons assister à une bataille qui me paraît être assez emblématique des qualités du Char Norse. Il y a plein de manière d'utiliser ce navire, c'est qui est avant tout un chasseur de croiseurs. Mais vous allez voir que parfois on peut faire d'excellents résultats avec un Char Norse de diverses manières. Je vous retrouve à la fin de la game pour le débriefing. Place au sport donc, et nous sommes à bord d'un Char Norse non pas piloté par moi mais par Polon, membre de mon clan, que vous connaissez déjà, parce que vous a fourni quelques beaux moments avec ses destroyers. Là, je le remercie, parce que c'est une game particulièrement intéressante. Enfin, une partie, ça va énerver certains si je dis trop souvent une game. Donc, une partie, et là, curieusement, il est à côté d'un Prinzeugen, joli symbole. Donc, nous sommes avec notre Char Norse sur cette map, qui s'appelle Havre. Je la découvre avec vous. J'ai souhaité la commenter, mais vraiment dans les conditions du direct, comme si nous étions par-dessus l'épaule de Polon. Elle date d'il y a quelques jours, cette vidéo. Donc, Polon part non pas vraiment vers l'est et vers le nord, comme je l'avais pensé, mais plutôt vers le centre. Il semblerait qu'il ait réalisé que toute l'équipe menaçait de se replier dans la base. D'ailleurs, il demande, on défend, qu'est-ce qui se passe? Il sait pas trop, il comprend pas bien la stratégie mise en place collectivement. Alors, c'est pas une volonté d'une personne, hein, l'équipe obéit à une sorte de volonté collective. Voilà, une sorte d'atavisme, on se replie dans la base. On menace même de faire un lemming trade qui partirait plutôt vers l'ouest, tout à l'ouest. Du coup, Polon, qui réalise sans doute cela, n'est pas non plus un grand fan du lemming trade, comme moi. On n'aime pas ça vraiment, ni l'un ni l'autre. Donc Polon décide de faire cavalier seul avec son Char Norse, qui montre un certain culot, pour tout dire. Il repart, et vous remarquerez qu'il repart tout seul, sans soutien, ce qui est même carrément suicidaire. Alors, j'ai confiance, il m'a dit que c'était une bonne game. Mais j'avoue que même moi, ça me ferait un peu mal au cœur. Et mieux que ça, au lieu de partir dans une zone où le Char Norse pourrait éventuellement naviguer et manœuvrer d'une manière sûre, on va dire, il s'enfonce dans un endroit où il y a des îles. C'est purement et simplement une façon, on va dire, d'utiliser le Char Norse façon d'un destroyer. C'est plutôt gonflé, on va dire. Plutôt gonflé de sa part. Donc il rentre carrément au centre et il suit le Gajamada qui le précède. C'est un concept. Il a avec lui, il y a les chasseurs de son porte-avions qui le suit,
qui spot pas vraiment, ce qui est un petit peu dommage. D'ailleurs, quelqu'un, comment dirais-je, Gajamada a fait signe, attention, attention à cet endroit, je vais aller là, apparemment, je vais aller spotter là. Il a cliqué sur la minimap, et je pense que c'est la seule explication, enfin, la seule justification de son message. Il explique qu'il va aller faire du spot de ce côté-là. C'est intelligent, parce que d'une certaine manière, si l'ennemi décide de partir dans cette zone qui constitue la ligne C puis D, ils vont les prendre de flanc, et ils vont pouvoir leur tirer dessus de flanc. L'ennemi aura beaucoup de mal à répliquer parce qu'ils auront une fenêtre de tir extrêmement réduite. Le souci, c'est que voilà qu'arrive la force aérienne, la force de frappe de l'ennemi, composée d'un... Alors il sort son chasseur pour se protéger, alors, composé d'un bombardier et d'un torpilleur. L'entière du Char-Nord a battu les chasseurs. Et là, devrait pouvoir à peu près résister. L'entière du Char-Nord n'est pas mauvaise. Hein. Et là, pour l'instant, Apollon se contente de subir. On regarde. Voilà, il y a un lâcher de torpille. Ah, il s'en prend quand même 2. Bon. Alors déjà, là, le Char-Nord a perdu la moitié de sa vie. C'est une façon, on va dire, assez contrariante de débuter le combat. Pour autant, ça n'a pas l'air de le troubler plus que ça. Le Gajamada engage le Funshun, qui est le destroyer panasiatique de tiers inférieur. Ce sont 2 destroyers panasiatiques d'ailleurs, Gajamada et Funshun. C'est de vous dire que... il n'y aura pas de combat à la torpille, puisque tous les deux ont des torpilles en eau profonde et les destroyers sont à l'abri. Il aide le Gajamada en mettant une petite 1500 dans la tête au Funshun, et il s'attaque au Nuremberg, qui n'est pas franchement dangereux pour lui, même s'il a 8 km 7, il peut lancer des torpilles, ce qui est très ennuyeux. Mais par contre, c'est un incendiaire, le Nuremberg. Encore que là, oui, il est à l'âge. Donc on va remettre on va lui redonner la main. Double citadelle sur le Nuremberg. 10 000 points dans la vue. Voilà, le Nuremberg. Malheureusement, il ne peut plus lui tirer dessus. Alors vous voyez, il s'en sert vraiment comme un destroyer. Là, il a arrêté la vitesse. Il ralentit. Il est caché. Il est à l'abri. Alors c'est quelque chose qu'il ne faut pas reproduire chez vous, ça. Hein, si vous jouez au jeu, parce que généralement il y a toujours des gens qui sont en allez, on va dire C7, C6, et qui sont susceptibles de vous tirer dessus. Vous ne pourriez pas vous défendre. Et là, il se trouve que bon, il ne tente le coup. Donc là, le Nuremberg l'a vu. Donc il y a fort à parier qu'il va tirer. Et voilà, le Nuremberg avait bien commencé, mais là, il décide de faire demi-tour, ce qui n'est pas du tout intelligent, parce qu'il montre son flanc. Alors il le rush un petit peu, sans doute a-t-il pour projet de lui lancer des torpilles, mais le problème c'est qu'il se heurte au secondaire du Char-Nord, qui sont... c'est pas les secondaires du Bismarck, mais elles sont relativement terribles. Voilà, il s'en occupe plus, il est déjà passé à autre chose. Le Nuremberg a gigoté pour rien, et il tire sur le New Mexico. Il y a très peu de chances, effectivement, que le New Mexico prenne des torpilles, dans la mesure où, comme on l'a vu, le New Mexico frôle l'île, est en train de tourner. Mais ce sont des torpilles qui sont là pour ralentir le New Mexico, je pense. Ah, il a quand même réussi à lui en mettre une au but. Comment dirais-je, le Char-Nord bénéficie d'un soutien qui, oui, on va dire, c'est un Atlanta qui a pris très cher. Le New Mexico a mis très très cher à Atlanta. Enfin, tous les tirs que va faire l'Atlanta sur le New Mexico, c'est tout ça de gagner. C'est des points de vie en moins à enlever, parce que c'est quand même un redoutable client, le New Mex. Et en plus, le New Mexico est engagé par l'aviation alliée. Voilà, boum,
deuxième kill. Il a bien été aidé, c'est vrai, mais ce deuxième kill, il l'a sécurisé. Donc Polon maintenant repart. Donc je vous dis, il s'en sert comme un destroyer, c'est flagrant. Il reste dans les petits espaces. Et c'est vrai que, étonnamment, l'équipe qui d'habitude va plutôt en colonne B et C, ben, n'est pas présente, l'équipe rouge, on ne la voit pas. Donc le char nord c'est relativement tranquille, mais ça fait aussi partie du jeu. Ça va profiter des occasions ou trouver des places relativement tranquilles. Il est en plus à l'abri. Il s'est mis à l'abri des chasseurs, avec les chasseurs alliés qui lui font un parapluie et qui empêchent toute attaque. Parce qu'il y a quand même un chasseur allié juste au-dessus de lui, plus un chasseur de l'autre côté des deux montagnes, des deux petites îles. Et maintenant, il est temps pour le char nord de se relocaliser et d'aller chercher Chapayev, Mahon, Monarque. Bref, il y a du beau monde. Surtout de se rapprocher de la base. Parce que là, apparemment, il n'y a pas lieu d'aller plus au nord. Hein. Il n'y a personne. L'équipe ennemie a fait un lemming train plutôt donc en colonne 2-3. Alors c'est dangereux, hein, parce que s'il pousse, la base va essayer. L'aile risque de s'effondrer brusquement. Donc là, Mahon, qui s'enfuit, il est à la HE, il a switché à la HE. Évidemment, sur un Mahon, il vaut mieux tirer à la HE. Mais ça nécessite d'avoir un commandant qui a des compétences qui permettent de switcher assez rapidement entre les deux types d'obus. Le char nord serait un cuirassé, donc avec un rechargement qui est assez long. Là, je soupçonne d'avoir... je me demande s'il n'a pas la poussée d'adrénaline, parce qu'il recharge assez vite. Et c'est pas vraiment l'idée. Il est resté à mi-chemin en termes de vie. Alors, il profite probablement s'il a la poussée d'adrénaline, il va profiter de cela pour recharger beaucoup plus vite. Bon, là, le Chapayev risque fort de laisser les plumes. Ouais, c'est un peu raté. C'est des tirs, il a été un peu trollé par la dispersion. Il y a quand même le Gajabada qui a envoyé ses torpilles. Et le Monarque, ça c'est pas cool, parce que le Monarque c'est un tier 8. Char nord c'est un tier 7, c'est un bon tier 7. Voilà, Gajabada a flingué le Chapayev qui regardait tout là où il y avait des torpilles. Du coup, eh bien, le char nord va pouvoir engager le Monarque, ce qui est quand même assez compliqué. On peut presque imaginer qu'il va s'en servir comme un destroyer là. C'est-à-dire qu'il va le finir à la torpille. C'est presque écrit le scénario. Vous voyez, tout de suite, il vérifie que ouais, il est en train de réaliser que le monarque va peut-être vouloir le ramer. Donc il attend. Voilà, il a lancé ses torpilles. Le monarque va-t-il les éviter? Il a quand même assez peu de chance. Hein. Là. Alors, et les torpilles de l'autre côté. Aïe. Ce sont probablement torpilles du porte-avions. Ah, le monarque essaie de le ramer. Donc on y va avec 56, 58, 60 coups au but, 70 coups au but secondaire, c'est affolant. Il est en train de détruire le monarque à la secondaire. Voilà, pas loin de 100 coups au but. Et c'était le Mahon, c'était pas le porte-avions qui avait lancé ses torpilles. Du coup, il va finir le Mahon aussi avec des... Et voilà, boum. Expert 2 fois des combats rapprochés. Il a coulé 2 navires coup sur coup. En expert des combats rapprochés, c'est-à-dire avec ses secondaires. Alors il n'est pas brillant, mais globalement, il n'a pas énormément perdu de vie. En finale, je rappelle qu'il était à moitié de la vie avant d'engager le monarque. Et il s'en tire plutôt bien. Alors c'est sûr qu'il a utilisé son heal pour revenir à la case départ. Là il repart parce qu'il faut bien qu'il le manœuvre. Et il veut s'éloigner pour ne pas présenter trop son flanc au char nord ennemi. Mais il a enfoncé définitivement toute cette aile. Nous sommes à 4 kills. Non, il faut aller chercher le 5e, quoi.
incendie sur le Scharnhorst. Il est à la HE. Et il reste à la HE. C'est un concept intéressant parce qu'il est à près de 15 km. Je ne dis pas qu'il est en bout, il est quand même plus proche du bout de ses capacités, de sa portée. Donc il vaut mieux tirer à ce moment-là à la HE en espérant mettre un incendie. Là, il a récupéré de la vie, c'est ce qu'il voulait, donc il va pouvoir retourner au combat. Ouais, il vaut mieux tirer à la HE parce qu'à l'AP, à cette distance, il ferait pas beaucoup de dégâts. L'AP s'écraserait probablement, donc il y a soit l'indépendance, qui n'est pas si loin, qui pourrait être un 5e kill tout à fait appréciable, soit s'acharner sur le Scharnhorst ennemi. C'est ce qu'il semble vouloir faire. Non, c'est l'indépendance. Le Scharnhorst est hors d'atteinte à cause de la montagne. Ouais. Ah, il a réussi à mettre un incendie. Voilà. Et Kraken déchaîné à l'incendie. Il a sorti l'indépendance à l'incendie. Il n'y a plus de respect. Donc il sort à coup de torpille et d'incendie. Il utilise son Scharnhorst comme un destroyer. Purement et simplement. Techniquement, il a s'en est servi comme un cuirassé. Mais les dégâts ont été faits à la torpille, à l'incendie, et bien sûr avec ses secondaires, non. C'est aussi avec les armes du cuirassé, mais voilà. Quoi. Ça, il a été remarquable. On est à plus de 72 000 et bientôt 75 000 de dégâts. Et Kraken plus 1. Kraken plus 1. Alors, est-ce qu'il va détruire le Hyper Kraken plus 2? Ce serait énorme quand même. J'en doute, hein, mais bon. Il va tenter le coup, hein. Il a rechuté à la paix, mais apparemment, fin de la game, donc c'est le temps est imparti, l'hyper a dû être coulé. Fin de la game. Retour au port, donc. Retour au port pour d'abord faire le bilan de la bataille, on va regarder, puis ensuite un bilan global sur le Scharnhorst et son historique. Alors d'abord le bilan de la bataille, victoire bien sûr de l'ami Polon avec ses 6 kills, ce qui est quand même remarquable, un Kraken plus 1, dont 2 fois combats rapprochés, soutien, expert des combats rapprochés, donc il a pratiquement obtenu coup sur coup, ça aurait pu être presque une frappe double. Il a quand même mis 48 coups au but, une torpille au but, il a détruit 6 avions, et 6 navires, 7 incendies, mais 7 incendies consécutifs, et pas seulement d'ailleurs, avec ses coups de secondaire, mais 115 coups au but à la secondaire, même avec un Bismarck, 115 coups, c'est déjà bien. 2 citadelles. Je rappelle qu'il n'a pas de compte premium, donc 4483 d'XP, c'est énorme, c'est vraiment très très bien. On passe à l'écran suivant. Il est second derrière le Chapayev. C'est pas une première place, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Chapayev qui a fait encore mieux que lui, mais pas beaucoup, hein, une petite vingtaine de points. C'est pas énorme. En termes de dégâts, donc 6 kills, on ne les voit pas tous apparaître. Il a collé donc le Nuremberg chronologiquement. Ensuite, l'autre Scharnhorst, alors là, c'est pas chronologiquement, parce que c'est son dernier kill. Le Mahan, le Numex, le Monarque. Le Mahan et le Monarque, il les a détruits quasiment ensemble. Le Monarque, il devait enlever 7900 points, ce qui laisse supposer que le Monarque a été asmaté par un autre navire, probablement le Chapayev d'ailleurs. En termes de dégâts potentiels, il a encaissé pour 864 000 de dégâts, presque 865 000. Il a tiré 50 coups pour 39 000 de dégâts. Nous terminons avec, vous voyez qu'avec, malgré tout, il y a un modificateur seulement. Hein, mais comme il n'a pas de premium, il a gagné que 246 000. Il aurait eu le premium, il aurait gagné 412 000
d'XP, et surtout en termes d'XP, il a gagné 4483 d'XP, il en aurait gagné 6724, ça aurait été quand même assez musclé. Nous allons aussi apporter une conclusion globale à cette vidéo sur l'historique du Char North. Encore une fois, je n'ai pas souhaité faire une vidéo sur parler des derniers instants du Cap Nord. À la bataille du Cap Nord, le Char North sera coulé à la suite d'une chasse épique. Il faut quand même que j'en dise un petit mot. Une chasse épique. Ce sera probablement le moment le plus héroïque de la flotte allemande. Pour info, le commandant, un des commandants anglais qui assistera comment dirais-je, à la fin du Char North, dira à ses officiers: messieurs, si un jour nous sommes confrontés à une situation comme celle qu'a été confronté le Char North contre nous, c'est-à-dire si nous avions à combattre pour notre vie contre plusieurs, priez pour que nous soyons aussi héroïques que ces hommes à bord de ce navire. C'est vous dire, c'est un bel hommage, car le Char North a véritablement fait une preuve de beaucoup d'héroïsme. À ce propos, d'ailleurs, en guise de conclusion, globalement, il faut quand même reconnaître que le Char North est de loin le navire allemand qui aura fait le plus de dégâts, qui aura été le plus emblématique de la Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, il a une concurrence rude, puisqu'on peut parler du Hipper, on peut parler du Prinz Eugen, on peut parler du Graf Spee, on peut parler du Bismarck. Le problème, c'est que de tous ces navires, seul le Char North a véritablement pesé sur la bataille et la guerre. En effet, le Graf Spee a eu une très courte carrière, quelques mois, quelques semaines même, avant de disparaître, certes héroïquement, mais il a disparu au bout de 2 mois, 3 mois de guerre. Le Bismarck n'a pas été capable de finir son voyage inaugural, puisqu'il a certes coulé le Hood, qui était la vitrine de la flotte anglaise de la Royal Navy, mais il n'a fait que ça, sur un obus que tout le monde s'accorde à dire chanceux, avant d'être coulé et rattrapé et coulé, donc sans finir son premier voyage qui devait l'amener à Brest, d'ailleurs pour rejoindre le Char North et le Gneisenau. Le Tirpitz, qui va rester de tous ces navires qui ont été coulés, ce restera le dernier survivant et gagnera ainsi son surnom de dernier roi du Nord, ne bougera jamais de son fjord. Donc le Char North et le Gneisenau, ayant été blessé à mort lors de l'opération Cerberus, ne sortira jamais de son port. Reste le Char North, qui jouera le rôle de corsaire, mais qui sera celui qui aura le plus pesé sur la game, le lapsus, sur la guerre. Deuxième considération, la flotte allemande. Quand vous imaginez, quand on prend du recul, quand on met bout à bout tous ces noms, Bismarck, Tirpitz, Char North, Gneisenau, Graf Spee, et je ne parle pas des Nuremberg, des Hipper, des Prinz Eugen, vous imaginez un tant soit peu à quoi ce que l'Allemagne a produit en quelques mois, parce que c'est en quelques mois que je retrouve mes notes, mais entre 33 et 39, même 40, puisque Hipper et Prinz Eugen sont sortis globalement en 40, le Tirpitz en 39. Donc entre 32 sorties, commande du Graf Spee, et le lancement en 33 de l'Admiral Scheer et du Char North en 33 et 40, donc en 6 ans, ils ont produit tous ces navires. Je les répète: Admiral Scheer, Admiral Graf Spee, Hipper, Tirpitz, Bismarck, Prinz Eugen, Char North, Gneisenau. Vous imaginez si l'Allemagne n'avait pas perdu lors de la fin de la Première Guerre mondiale sa flotte qui s'est sabordée à Scapin-Flots, ce qu'ils ont produit alors qu'ils avaient perdu 20 ans de savoir-faire, 20 ans d'entre-deux-guerres. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que Hitler, pouvant pas constituer une force et une flotte de haute mer comme il y avait au moment de la bataille du Jutland, il en était réduit à créer des opérations coup de poing avec ses différents navires, que ce soit le Graf Spee, le Char North, le Bismarck, etc.
Et s'il avait pu créer une flotte de Bismarck, de Charnors, de Graf Spee, mais l'Angleterre aurait été proprement mis à mal. Or, là, il a été contraint par les événements, et peut-être aussi par une stratégie qui finalement s'avérera perdante, mais il a été contraint d'utiliser sa flotte et tous ses éléments comme au goutte à goutte, ponctuellement, de loin en loin, sur différents stades, les différents théâtres d'opération, mais à chaque fois de façon unique. Et malgré ça, les Anglais ont été perturbés, très embêtés. Donc si tous ces navires avaient été réunis dans la même flotte, je ne sais pas comment l'Angleterre, je me demande comment l'Angleterre aurait pu s'en sortir sans l'aide des États-Unis qui déjà avaient le Japon sur les bras. Donc vous imaginez donc que ce que cette flotte allemande et ce que ces ingénieurs allemands ont été capables de produire et qui est proprement fantastique. Je vais arrêter cette vidéo-là, vous dire que le Charnors est un excellent navire, ma foi, ce n'est pas mon propos. D'abord, c'est un navire premium, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai présenté beaucoup de premium, il n'est pas dans ma propos de vous expliquer qu'ils sont bons pour que vous les achetiez, vu que je n'ai je ne touche rien de monsieur et madame Wargaming, pour vous vanter les besoins, les bienfaits des navires premium. Vous dire que c'est un bon navire, c'est évident que c'est un excellent navire. Il a ces tourelles triples en 280 qui font très mal, très très mal. Pas aussi mal qu'on le voudrait sur les cuirassés d'ailleurs. Néanmoins, sur les croiseurs, c'est définitivement un tueur de croiseurs et il faut le jouer comme tel. C'est aussi un tueur de DD et un chasseur de DD. J'ai vu des games où des Charnors rushaient des brouillards de guerre, des smokes des destroyers et parvenaient à les sortir. C'est tout à fait possible. Je vous laisse donc, je vais vous laisser, oui, vous dire au revoir. Vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si vous le souhaitez, mais uniquement s'il y a une demande, je pourrais peut-être envisager de vous narrer dans une petite vidéo annexe la fin du Charnors en essayant de faire une animation, mais bon, encore une fois, je ne suis pas outillé pour faire quelque chose d'aussi complet que ce qu'a fait Wargaming. Nous sommes mi-décembre, grosso modo. La vidéo est encore facilement trouvable sur le site de Wargaming. Je vous invite à la regarder, elle est vraiment passionnante. Les animations sont extrêmement bien faites et expliquent très précisément le calvaire qu'a vécu le Charnors à partir du moment où il a été pris en chasse lors de cette bataille du Cap Nord. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.